Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Préparation active des élections législatives et municipales du 9 février au Cameroun. Ces scrutins locaux sont déterminants pour le processus de renouvellement de la classe politique camerounaise. L'objectif est donc de s'assurer que ces élections se tiendront dans les 10 régions du pays. La période post-électorale de 2016 n'est pas une affaire classée au Gabon. La première chambre de la Cour pénale internationale refuse de clore le dossier des violences post-électorales d'il y a 4 ans. Une enquête pourrait être ouverte sur les crimes commis après la dernière présidentielle gabonaise. Et le programme d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027 vient d'être lancé au Maroc, un ambitieux projet à 10,7 milliards d'euros pour la construction d'infrastructures hydrauliques dans le royaume chérifien. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, la police a empêché ce vendredi 17 janvier une marche organisée par l'opposant Martin Fayulu et par ses proches à Kinshasa. Martin Fayulu, qui revendique toujours la victoire à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018, avait appelé à la mobilisation pour dénoncer les massacres des civils à Beni ainsi que la balkanisation supposée de l'Est du pays au profit, selon lui, de certains États voisins. Rappelons que cette marche avait été interdite par les autorités provinciales de Kinshasa en ce jour férié du 17 janvier qui commémore la disparition du héros national de l'indépendance, Patrice Lumumba, tué en 1961. Le Cameroun connaîtra ses prochaines élections législatives et municipales le 9 février 2020, des scrutins déterminants. Après l'élection présidentielle d'octobre 2018, le ministre de l'administration territoriale a effectué ce vendredi 17 janvier des visites de routine dans les structures en charge de l'impression des bulletins de vote. Objectif s'assurer que ces scrutins, qui ont déjà été reportés à 2 reprises, puissent se tenir dans les 10 régions du pays. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Les élections législatives et municipales du 9 février 2020 auront bien lieu dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est ce que témoignent les bulletins de vote de ces 2 régions en impression ici à la Société de presse et d'édition du Cameroun, Sopecam. Depuis plusieurs semaines, la structure s'attelle à respecter les délais impartis. À ce jour, les bulletins de vote des 5 partis politiques attribués à cette imprimerie sont disponibles et prêts à rejoindre les communes et les départements concernés. Le matériel a été entièrement imprimé. C'est bien, le paquetage est bien fait. J'ai constaté que le matériel qui va dans telle ou telle région, c'est bien en place. Et c'est d'ailleurs une preuve. J'ai insisté de filmer sur les espaces réservés au nord-ouest, au sud-ouest, pour que les gens comprennent que c'était une haute prescription du chef de l'État, que les élections doivent se tenir partout. Ça veut dire qu'il y a les 10 régions, les 58 départements et les 360 arrondissements. Du côté de l'imprimerie nationale, les 6 millions d'enveloppes commandées par Election Cameroun et l'ICAM sont prêtes et sont en phase d'acheminement. Le ministre de l'administration territoriale, superviseur de ce scrutin, rassure les partis politiques dont les listes ont été rejetées par l'ICAM que leurs bulletins de vote ont été imprimés par anticipation en attendant le verdict de la Cour suprême. Tous les bulletins de vote par anticipation. Donc ça veut tout simplement dire tous les partis et l'ECAM a déjà géré ce problème. Donc en disant que nous imprimons pour tout le monde, les listes qui ont été réhabilitées, il n'y a pas de problème. Donc je crois que l'ECAM a réglé, les bulletins ont été imprimés pour tous les partis politiques, donc il n'y a pas de préoccupation. Cette visite du ministre de l'administration territoriale intervient quelques jours avant le début de la campagne électorale en vue des législatives et municipales du 9 février 2020. La possibilité d'ouvrir une enquête sur les exactions commises au Gabon après l'élection présidentielle de 2016 n'est pas définitivement écartée. La première chambre préliminaire de la Cour pénale internationale a décidé le 15 janvier de laisser cette porte entrouverte. Le dossier pourrait faire l'objet d'une réouverture par la CPI malgré les préconisations en 2018 de la procureure Fatou Bensouda de mettre un terme aux investigations. Les explications de Philomène Tiné.
Suite à la situation post-électorale de 2016 émaillée par des violences au Gabon, deux plaintes étaient parvenues à la Cour pénale internationale, ces pays se rapportant à des crimes présumés d'une part par le gouvernement et d'autre part par l'opposition. Le dossier des violences post-électorales est réouvert à la CPI alors que le procureur Fatou Bensouda avait rendu la décision d'y mettre fin le 21 septembre 2018. Il faut laisser la justice internationale faire son travail et surtout ne pas l'influencer sur la base des avis des uns et des autres. La CPI est dans un processus normal de procédure. Ceux qui peuvent se prononcer, ce sont ceux qui ont intérêt à agir et particulièrement ceux qui ont porté plainte parce que de part et d'autre, ils ont certainement des éléments pour appuyer leur démarche. Au Gabon, cette crise post-électorale était partie de la réélection de manière controversée et non reconnue par l'opposition du président Ali Bongo Ondimba devant l'opposant Jean Ping lors de la présidentielle d'août 2016. Un mouvement de contestation prévisible comme lors de la précédente présidentielle de 2009. Le cas du Gabon n'est pas unique. C'est la démocratie africaine qui malheureusement se termine toujours par des violences. Chaque élection en Afrique est toujours soldée par des violences, et même dans les pays où nous pensons que la démocratie est consolidée. Pour le Gabon encore, que dans notre cas, la sérénité semble revenir. La décision de la CPI en septembre 2018 de ne pas ouvrir une enquête sur les violences post-électorales au Gabon de 2016 s'était justifiée par un manque de conditions juridiques selon le procureur Fatou Bensouda. L'adoption d'une nouvelle constitution est l'une des priorités du nouveau président algérien Abdelmadjid Tebboune. Les travaux lancés le 8 janvier pour modifier la loi fondamentale devraient permettre de donner un nouvel élan à la politique algérienne selon l'exécutif. Mais le mouvement de contestation Irak se poursuit avec la tenue ce 17 janvier du 48e vendredi de contestation pour réclamer le départ du système en place. Ange de Méniot. L'Algérie est en quête d'une nouvelle constitution. Un processus de révision a d'ores et déjà été lancé le 8 janvier 2020 par le président Abdelmadjid Tebboune. Ce dernier a mandaté une commission d'experts qui sera chargée de faire des propositions. Mais pour une partie de l'opposition, la démarche est loin de faire l'unanimité. L'opposition est un peu divisée en réalité. Il y a une partie de l'opposition, celle qui est regroupée dans le pacte pour l'alternative démocratique, qui ne croit pas à cette révision constitutionnelle, qui voudrait proposer une alternative démocratique, puisque selon elle, le changement ne passera pas de cette manière, il se passera par l'élection d'un pouvoir constituant pour aller vers une nouvelle Algérie, une nouvelle République, alors qu'il y a une autre partie de l'opposition qui pense qu'il faut contribuer au dialogue qui est proposé par le nouveau président pour enrichir la Constitution et faire avancer les idées. La dernière réforme constitutionnelle en Algérie date de février 2016. Sous la présidence de Bouteflika, il avait été institué une limitation de mandat à 2 et l'introduction de l'article 51 qui prive les binationaux de l'accès à de hautes fonctions publiques. On verra comment les choses vont évoluer, puisque le pouvoir voudrait ouvrir les portes à l'opposition pour justement essayer de participer à un débat qu'on veut national, qu'on veut inclusif, qu'on veut ouvert, pour sortir de la crise actuelle, parce que la crise, malgré l'élection présidentielle, est toujours présente, puisqu'il y a toujours des Algériens qui marchent dans les rues chaque vendredi, chaque mardi. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune souhaite intégrer dans la Constitution des textes comme la lutte contre la corruption et l'équilibre des pouvoirs. Les conclusions des travaux vont être soumises par référendum pour adoption. Le partenariat stratégique entre l'Égypte et la Chine a connu un développement sans précédent en 2019 avec un volume des échanges commerciaux évalué à 11 milliards de dollars. L'Égypte ambitionne d'augmenter ses échanges commerciaux avec la Chine de 24% en 2020. Alors comment parvenir à une telle performance? Élément de réponse avec Siamlo Victoria Sedji. Selon l'Association des chambres de commerce et d'industrie de la Méditerranée, les échanges commerciaux entre l'Égypte et la Chine devraient se consolider en 2020. Le volume de ces échanges entre les deux pays d'Afrique et d'Asie connaîtra une hausse de plus de 24% par rapport à 2019, année
où il était évalué à 11 milliards de dollars. À peu près plus de 1500 entreprises chinoises sont installées en Égypte et la Chine. Et ce qui est très important, c'est la structuration du renforcement des compétences. D'après les autorités égyptiennes, les échanges commerciaux seront stimulés grâce au renforcement des relations bilatérales et la coopération dans plusieurs domaines clés. L'économie, le commerce, l'investissement, l'éducation et la technologie. Les sociétés égyptiennes peuvent, dans ce contexte, avoir plus de visibilité en Asie en matière de transformation des capitaux. Et ceci rend les produits de l'Égypte assez compétitifs pour le marché africain. Ces dernières années, l'exécutif égyptien a mené une réelle offensive d'ouverture de son économie sur le monde. Cela a permis notamment l'amélioration de l'attractivité économique. En 2018, l'Égypte est arrivée en tête des pays en Afrique ayant mobilisé le plus de flux d'investissements directs étrangers, 7,9 milliards de dollars, soit une hausse de 7% comparée à 2017, selon la CNUCED, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Un investissement de plus de 10 milliards d'euros sera alloué au programme d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027 au Maroc. Un ambitieux projet pour valoriser l'eau potable auprès des populations ainsi que pour favoriser le développement de l'agriculture. Plus de détails avec Corinne Kamsefem. Au Maroc, les autorités ont lancé le programme prioritaire d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027. L'objectif du dit programme, améliorer l'approvisionnement en eau potable des populations et développer l'agriculture à travers l'amélioration de l'irrigation du territoire du royaume chérifien. Spécifiquement, il s'agira de développer l'offre hydraulique, faire des économies dans la consommation en eau et sensibiliser l'ensemble de la population sur la valorisation de l'eau. Le programme tombe à point nommé pour faire face à certains dysfonctionnements dans le secteur de l'eau et certains déficits également, du moment que certaines zones, principalement les zones montagneuses et les zones rurales, souffrent encore d'une carence en matière d'accès à l'eau potable. Dans le cadre de ce projet, le Maroc compte construire 3 stations de dessalement de l'eau de mer ainsi que 20 retenues d'eau qui se rempliront pour certaines grâce aux eaux de pluie. Par ailleurs, un autre volet du projet sera axé sur la réutilisation des eaux usées qui seront destinées à irriguer les plantations et les espaces verts, notamment les terrains de golf. Là, il y a un engagement qui est clair de la part du département de finances pour mobiliser les financements, donc mobilisation des financements, à la fois en matière des barrages et pour la mobilisation additionnelle des ressources en eau potable et aussi pour l'infrastructure connexe. Le programme prioritaire d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027 permettra de faire passer les capacités des barrages de 18 milliards de mètres cubes à 27 milliards de mètres cubes. Durant la période de mise en œuvre, le gouvernement investira 10,7 milliards d'euros. Le Kenya est le 3e pays producteur de thé au monde, mais la filière thé, qui fait vivre 8% de la population, traverse actuellement une période difficile. Les revenus des producteurs de thé sont au plus bas depuis près de 5 ans maintenant. Une contre-performance due à la mauvaise gestion de la filière selon l'exécutif kényan. Les explications de Ange Nomenyo. La filière thé traverse actuellement une période de crise au Kenya. De juin 2018 à juin 2019, le revenu des producteurs a chuté à 605 millions d'euros contre 744 millions récoltés en 2017. Cette mauvaise passe n'a pas manqué de faire réagir le président kenyan Uhuru Kenyatta. Lors de son discours à la nation, il a pointé du doigt la mauvaise gouvernance de la filière. En raison de la mauvaise gouvernance, les producteurs qui devraient gagner 91 shillings par kilogramme de thé ne perçoivent que 41 shillings, avec 50 shillings allant aux courtiers et aux intermédiaires. Il est clair que la gouvernance et tout le segment de commercialisation du thé doit être restructuré si nous voulons que les producteurs tirent de meilleurs revenus de leurs ventes. Les mauvais résultats de la filière thé sont également dus à une production excédentaire. Le produit des enchères a été inférieur à 18,6% par rapport à 2018. Malgré tous ces remous, le pays garde son rang de premier exportateur de thé noir à l'échelle mondiale. Il est important que le gouvernement s'engage dans la subvention des exportations du thé.
La deuxième solution additionnelle que le Kenya devrait trouver, à mon avis, c'est de penser en même temps à élargir son marché intérieur. Là, à ce moment-là, la mesure de diversification qui est déjà en cours pourrait avoir également des soutiens substantiels qui permettraient au Kenya de ne pas perdre l'effort sur le marché mondial. Au Kenya, le thé fait vivre directement ou indirectement près de 8% de la population. Il contribue pour un quart des revenus à l'exportation. En 2018, 416 000 tonnes de thé ont été exportées pour des recettes de 1,4 milliard de dollars. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.